à tous, dernière émission de Marseille en parle pour l'année 2020. Et pour cette dernière émission, il nous fallait une invitée charismatique, médiatique et très appréciée des Marseillaises et des Marseillais. Aujourd'hui, je reçois pour cette dernière de Marseille en parle, Samia Ghali. Bonjour Samia. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Parfaitement bien. Alors, nous on se tutoie dans la vie, mais on se tutoie aussi dans l'émission, hein, sache-le. Je tutoie tous mes invités. Alors, Samia, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que tu es très sollicité par les médias. J'ai vu cette pluie de médias qui sont venus dans ta mairie du 15-16 pour te voir. On va parler de toi et on va parler de ton actu, qui est aussi l'actu de Marseille. Donc, tu es adjointe au maire en attente de nouvelles délégations, maire honoraire du 15-16 et ancienne sénatrice. Tu as été élue Marianne d'Or en 2013 pour la protection du patrimoine de ton secteur. Et en termes de notoriété, tu es quand même la personnalité marseillaise, politique, la plus connue, c'est un sondage que j'avais vu, de tout le paysage marseillais. Tu confirmes? Je ne sais pas si je confirme, en tout cas je confirme au moins les postes que j'ai pu occuper ou que j'occupe. Et oui, je pense que en tout cas au niveau national, je pense que je suis une personnalité marseillaise qui est assez connue, en tout cas celle qui est la plus connue. Tu fais partie, quand on parle de Marseille maintenant, quand même des noms. Avant il y avait Ayam, il y avait l'OM, enfin, il y a toujours l'OM. Samia Ghali, c'est un nom qui sort souvent aussi quand même, quand on parle. Je suis fière pas pour moi, mais je suis fière pour ce que je représente et ce que ça représente. C'est un nom, comme je dis, qui sort de nulle part, puisque bon, c'était de l'anonymat, voilà. Et c'est un nom qui est maintenant avec il y a des projecteurs sur lui, mais c'est un nom que je suis fière de porter parce que c'est toute mon histoire. Et c'est justement de se dire qu'aujourd'hui, le Samia Ghali puisse exister dans la deuxième ville de France. C'est une belle chose, surtout exister par elle-même, pas parce qu'on l'a posée. Alors, on en parlait en off tout à l'heure avant l'émission. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que tu venais à mon émission. C'est une réalité, hein, je n'invente rien. Merci en tout cas, j'ai jamais... Et des gens qui ne sont pas aussi de Marseille, mais même des gens qui sont d'autres villes, de l'étranger, de Paris, de Metz, de Lille, etc. Et comment tu expliques cette affection qu'ont les gens pour toi? D'abord, ça me permet, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire et tu me permets de le faire là. Mais je t'en prie. C'est de remercier toutes les personnes anonymes qui m'envoient des messages sur mon Facebook, qui me croisent dans la rue, qui m'interpellent quand je suis un peu partout, pour me dire combien elles m'apprécient ou combien elles sont fières de moi. Et je veux leur dire qu'à chaque fois qu'elles me disent ces mots-là, elles me touchent profondément. Elle me touche profondément parce que en priorité, c'est eux, c'est leur regard qui m'importe. C'est pas le regard de la presse, c'est pas encore moins le regard des politiques, mais c'est le regard de tous ces anonymes qui peuvent avoir sur moi en me disant, en m'envoyant des messages que j'arrive à comprendre parce que justement, comment je l'explique parce que je reste moi-même, parce que je sais pourquoi je me bats, parce que je sais pourquoi je fais de la politique et je sais quels sont les combats que je mène et pourquoi je veux les mener, dans quel but je vais les mener. Et eux l'ont compris. Et ça me fait plaisir parce que je me dis que contrairement à certains politiques, eux au moins ils ont compris où je voulais aller et ce que je voulais faire pour eux. Tu as un parcours quand même qui force le respect de la petite fille qui a grandi à Bassins jusqu'au palais du Sénat et jusqu'à maintenant l'hôtel de ville. C'est quand même c'est inspirant. C'est pour des jeunes filles de maintenant, pas forcément qui ont grandi dans les quartiers, mais qui rêvent un bel avenir. Je veux dire, tu t'es battu, t'as pas fait de cadeaux. Jusqu'à maintenant, t'en fais pas des cadeaux quand même. C'est d'abord de dire les jeunes filles, les jeunes garçons aussi. Hein. Bien sûr. C'est mon parcours, il est au féminin, mais c'est un parcours qui pourrait être inscrit au masculin tellement il est dur. Leur dire que ne jamais rien lâcher, jamais lâcher ses valeurs, déjà savoir où on va, savoir ce qu'on est et pourquoi on le fait. Et ne jamais se trahir, se travestir, ça c'est important. Jamais, même si c'est dur, même si vous êtes seul, même si vous êtes à un moment isolé, même si vous avez le sentiment de ne pas être aimé, si vous avez le sentiment malgré qu'il y a plein de gens qui vous aiment, mais c'est toujours ceux qui ne vous aiment pas qui apparaissent le plus, qui sont là devant vous. C'est jamais ceux qui justement vous apprécient. Mais même quand vous êtes dans un moment de doute,
Moi, ce que je peux leur dire, c'est jamais lâcher et jamais se perdre. Et ça, c'est important. Quand on a une colonne vertébrale, c'est que déjà, c'est pas mal. Voilà. Et ne pas, je dirais, s'aplatir dès qu'à la moindre peur, ne pas fuir, ne pas rester ce qu'on est. Voilà. Et quand on est droit, on sait où on veut aller, qu'on n'a pas triché avec les gens, alors on ne craint plus rien. Voilà. Alors, une fois, tu as dit, et c'est vrai, j'en suis témoin, tu as dit que ton numéro de téléphone, tous les quartiers nord, ils l'ont, et c'est vrai que tu n'as jamais changé, tu es toujours joignable. C'est extraordinaire quand même. On ne peut pas dire que ce soit tous les élus qui sont aussi proches et joignables, comme toi tu l'es. Je me suis dit, j'étais encore ce matin au téléphone avec les employés de Richebourg qui font grève et qui m'ont appelé et avec lesquels j'ai échangé sur mon téléphone en direct. Parce que c'est important, encore une fois, je ne veux pas me déraciner, je ne veux pas me couper moi, de ma base. Et tu t'occupes même des territoires qui ne sont pas les tiens. Ça, c'est vrai. Je sais que tu as été appelé par des mamans de l'école de la Pauline pour des cantines. C'est vrai ou pas? C'est vrai aussi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'est d'être toujours essayer d'être au quotidien, parce que c'est ça le rôle de l'élu, c'est de travailler à proximité. Et cette proximité, elle me nourrit aussi. Elle me nourrit d'abord pour ne pas être déconnectée de la réalité. Elle me nourrit aussi parce que ça veut dire aussi que tout simplement d'être élu, ça ne suffit pas d'avoir l'écharpe et de se dire ça y est, j'ai eu le Graal. Le Graal, c'est pas ça. Le Graal pour moi, il y en a pour qui c'est d'avoir l'écharpe et la cocarde. Moi, le Graal, c'est quand je sors d'une école d'une impasse. C'est quand j'arrive à régler tel ou tel sujet ou tel problème. C'est quand j'arrive à construire des choses pour ma ville. Là, je considère que j'ai obtenu le Graal. Mais avant ça, il faut être humble, ne pas tourner le dos aux Marseillaises et Marseillais. Qu'ils aient voté pour vous ou pas. Qu'ils aient voté pour vous ou pas. Les gens ont le droit de vous apprécier, de ne pas vous apprécier, mais une fois que vous êtes élu Marseillais, vous êtes élu de tous les Marseillais. Hein. Et je crois que ça, c'est important aussi de le savoir et de ne pas se perdre. Donc, je suis garde toujours rester ce qu'on est, ne pas se trahir. Je crois que ce terme-là, pour moi, c'est. Et après, peut-être parce que moi, je suis comme eux aussi, et que si je venais à les trahir, ce serait me trahir moi-même. C'est ce qui fait peut-être ton succès auprès des classes populaires. Tu avais déclaré un jour que ton passé, c'était ta boussole. Oui, c'est ma boussole, oui, c'est sûr, parce que moi, chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent dans un bureau, qui viennent m'interpeller dans la rue ou n'importe où, d'ailleurs, qu'elles me voient dans une réunion, ça peut être à n'importe quel endroit, c'est une personne, je me dis que je pourrais être à sa place. J'aurais pu être à sa place, ou peut-être j'ai été à sa place. Ou ma mère, ou mon père, ou mon frère, voilà, ma grand-mère aurait pu être à sa place, et c'est ça. Et quand on est encore capable de se dire ça, c'est que c'est bien, c'est bon, c'est mieux. Oui, parce que, bon, je le disais, tu rayonnes bien au-delà du 15-16. Je me souviens, tu me dis si je me trompe, que Kamel Guémari, qui est un grand syndicat, un grand défenseur, on va dire, de sa cause, du McDo, je crois qu'avant de faire une bêtise, il avait demandé à te parler et c'était toi qui l'avais ramené à la raison, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça parlait même de suicide ou un truc assez. Oui, c'est vrai qu'il était arrivé. Et pourtant, il est dans le 14e et tu pourrais dire c'est pas mon territoire et tu es venu. C'est mon rôle. C'est mon rôle. D'abord, j'avais une responsabilité à ce moment-là qui était grave. C'était une situation dramatique. Il était en déprime totale de sa situation, de la situation de son outil de travail, mais pas que le sien, de son outil de travail de tous ses camarades, de tous ses collègues. Oui, c'est vrai que c'est la police qui m'a appelé en me disant qu'il souhaitait. Il avait appelé 2 personnes. Il y en a une qui n'a pas répondu. Je ne sais pas qui. Et toi, comme d'habitude, tu as répondu. Et moi, comme d'habitude, j'ai répondu. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que je pense que des fois, il y a des responsabilités morales qui sont plus lourdes que ce qu'on croit. Et donc, moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était tout à fait normal de le faire, je l'ai fait. Et derrière, bien sûr, je les ai accompagnés. Je suis allée, ensuite, j'ai pris rendez-vous au ministère du Travail. On a pu, et j'ai contribué à faire que McDo ne ferme pas. Après, ils ont fait la suite, mais moi, j'ai contribué à cela. Et j'en suis fière, parce que c'est ça mon rôle. Mais c'est pareil, quand il y a eu, Maison Blanche, quand il y a eu le feu à Maison Blanche, on m'a appelé, c'est pas mon secteur. Alors que c'est pas ton territoire. J'ai appelé Marie-Emmanuelle Assidon, à l'époque préfète d'égalité des chances. On a organisé des réunions et on a trouvé des solutions pour les familles. Voilà, j'ai appelé Julien Ruas aussi, qui était adjoint à ce moment-là, donc Jean, qui a répondu aussi présent. On est allé sur place, on a monté tous les étages pour vérifier
si les logements étaient en capacité d'être occupés ou pas, de reloger une famille. C'est ça, parce que quand les gens sont dans la détresse, c'est important qu'ils aient un élu en face d'eux. C'est important qu'ils aient une parole, c'est important qu'ils puissent avoir quelqu'un au bout du fil. Parce que c'est vrai que c'est le week-end. C'était le week-end. C'est vrai que des fois c'est le soir, c'est très tard le soir. C'est vrai que des fois c'est très tôt le matin. Des fois c'est pendant les vacances. Des fois vous êtes à la plage. Avant, quand il y a l'histoire du McDo, oui, j'étais à la plage, mais pour autant ça ne m'a pas empêché. Oui, et puis il y a toutes les choses aussi que tu fais que les gens ne savent pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément les médias, exactement. Ou c'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Et puis je ne dis pas tout, heureusement que je ne dis pas tout ce que je fais, parce que je pense que les réseaux sociaux ne suffiraient pas. Mais, et au-delà de ton territoire, c'est important quand même. Parce que tu pourrais dire, je ne suis pas élu là, allez voir l'élu là, et non, tu ne le fais pas. Non, je ne suis pas comme ça, parce que je sais pas, encore une fois, je ne suis pas dans ce... je veux pas être dans cette posture. Dans cette posture, elle ne m'intéresse pas, et je veux dire même mieux que ça. Et des fois, il y a des gens qui, pourtant, je sais qu'ils n'ont pas voté pour moi, je sais qu'ils des fois pourtant ils militaient même contre moi, et pour autant, je ne tourne pas le dos. Est-ce que, comme disait Chirac, tu es pas rancunière, mais tu n'es pas amnésique non plus? La rancune, elle ne permet pas de se construire, elle ne permet pas de grandir. Et je ne vais pas dire ça, mais moi, ma grand-mère m'a éduquée avec une phrase. Et cette phrase, pour moi, je dirais, c'est mon parchemin. Voilà, j'en fais ma devise. Elle disait toujours dans la vie, il vaut mieux être celui qui donne que celui qui prend. C'est beau. Voilà. Donc, je préfère être celui qui donne que celui qui prend. Et on va rendre hommage à ta grand-mère, c'est elle qui t'a élevé quand tu étais petite. Alors, tu as grandi à Bassens, et ça fait quoi après d'être maire des quartiers qui étaient compliqués, puisque ma maman elle-même a grandi à Bassens, donc je connais un petit peu, de ces territoires où tu as grandi, où c'était difficile, et tu en es devenu l'élu quelques années plus tard. C'est une fierté quand même pour... Ah non, mais moi, c'est plus que une fierté. Bassens, j'aime Bassens, j'aime les gens de Bassens, je le dis, parce que ce sont des gens formidables, des gens qui ont quasiment rien, ou n'ont pas grand-chose, mais qui sont humbles, qui sont généreux, qui sont accueillants, qui sont au top. Voilà, donc ça déjà... Et il y a des assos qui font du super travail là-bas. Il y a des associations, des femmes qui œuvrent au quotidien pour apporter, je dirais, de la gaieté, de la joie dans des moments des fois durs et compliqués. Mais tu disais, ouais, mais c'est des endroits difficiles, ta maman réalité, ben on était heureux. On n'avait rien, mais on était heureux. Ah ouais. On était heureux parce que d'abord il n'y avait pas les réseaux sociaux. On était heureux parce que finalement, on ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté du mur. Et finalement, on était entre nous. On était protégés d'une certaine façon. Finalement, je dirais que le côté ghetto nous a protégés de la violence extérieure. Mais à l'intérieur, on avait tout. On avait des médecins, la PMI, on avait des centres sociales, on avait des animateurs sociaux, on avait des assistantes sociales qui étaient là pour nous accompagner, on avait des colonies de vacances, on avait quelques... Enfin voilà, on était heureux entre nous. On était heureux entre nous, c'est-à-dire qu'on était les enfants de tout le monde et tout le monde était les parents de tout le monde. Et ça, c'est important. Et l'entraide, tout le monde pleurait avec tout le monde quand il fallait pleurer, tout le monde riait avec tout le monde. Quand il y avait des mariages, tout le monde se sentait concerné, c'était la fête pour tout le monde. D'ailleurs, elle se passait en général dehors, au milieu des bâtiments. Oui, et puis quand tu devais faire garder des enfants à l'époque, la porte du voisin s'est toujours ouverte. On ne parlait même pas de garde d'enfants. Ouais, c'était normal. Il n'y avait même pas de question. Si les enfants étaient là et si quelqu'un faisait une bêtise, n'importe quel adulte avait le droit et il avait même le devoir de le réprimander, et ça c'est important. Donc c'était une enfance, c'est vrai, on n'avait pas grand-chose, on jouait, alors comme quoi, quand on n'a pas grand-chose, on essaie de devenir... on laisse l'imagination travailler à notre place. Et ben, par exemple, nous on avait l'été, c'était l'activité de l'été, on lavait la laine, donc on refaisait tous les matelas, tous les coussins, et on lavait la laine dans des grandes bassines, des grosses bassines métalliques, et on mettait dehors, on avait des... ça ne se vend plus maintenant, je crois, des packs de lessive, dedans il y avait un jouet. Donc, pour nous, c'était l'apothéose d'avoir ce petit jouet.
Et on faisait plein de mousse, on marchait dedans parce que c'était, on parle des enfants, on nous mettait dans les bassines pour qu'on puisse jouer avec les mousses. En même temps, en fait, nous on croyait qu'on jouait, mais en fait on lavait la laine. C'était nos pieds et nos agitations, notre agitation qui lavait la laine. Et ensuite on l'étalait, on la battait. Donc en fait on a fait un travail. Moi j'ai vécu comme si on pouvait vivre dans les montagnes des Aurès de la même manière. Sauf que j'étais en France et j'étais à Marseille. C'est-à-dire que, mais je ne savais pas dans ma tête que j'étais née en France. Alors les Aurès, pour nos auditeurs, c'est en Algérie, du côté de Reichla, c'est ça? Voilà, dans les montagnes. Et on les salue, parce qu'il y a beaucoup de Chaouis qui nous regardent. Force à vous. Alors, moi, Samia, il y a quelque chose qui m'agace, pas chez toi, mais chez tes détracteurs. Ça m'insupporte à chaque fois qu'on parle de Samia Ghali parce qu'elle habite des beaux quartiers. Ça veut dire quoi? Que Samia Ghali, elle a grandi à Bassens, dans des bidonvilles, c'est des bidonvilles. Elle n'a pas le droit d'être heureuse. Elle n'a pas le droit aujourd'hui, après avoir réussi sa vie, après s'être battue. Alors moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est quelque chose qui, vraiment, très sincèrement, on est amis tous les deux, hein, mais au-delà du fait d'être amis, ça veut dire que, en fait, on parle de Samia Ghali qui habite le Roucas Blanc, mais on ne parle pas de Godin qui habite à Saint-Zacharie. Godin, ça dérangeait personne qu'il était maire de Marseille et qu'il habitait, ou d'autres. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours exaspéré parce que j'ai l'impression que, mais c'est peut-être un mal français, on n'aime pas la réussite finalement dans ce pays. Enfin, on n'aime pas la réussite, encore moins quand elle vient Jean-Claude Godin, il s'appelle Jean-Claude, moi je m'appelle Samia. Ça vous a pas d'accord. Ça t'a pas échappé. Et la réussite, il y en a pour qui elle est presque naturelle, alors que bon, il n'y a pas de raison. Et il y en a pour qui elle ne doit pas être naturelle. Et ce parcours-là, moi j'assume tout ce que je suis. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je ne dois rien à personne. Je le dois par mon travail, par ma pugnacité. Je n'ai jamais rien lâché. Je travaille depuis l'âge de 18 ans, donc aujourd'hui. Et je suis propriétaire depuis l'âge de 21 ans. Et je ne faisais pas de la politique. Le jour où j'étais propriétaire la première fois, je ne faisais pas. Non mais excuse-moi de te couper, Samia, mais parce que moi ça me met hors de moi. Parce que moi, mais à un moment, c'est quand même hallucinant, quoi. Oui, mais j'ai été propriétaire avant même d'être élu. Avant même d'être élu, j'étais déjà propriétaire. Donc c'est pas la politique qui m'a fait devenir propriétaire, je l'étais déjà avant. C'est vrai que. Mais même si c'était le cas, même si c'était pas le cas, Samia, j'ai quand même le droit, je veux dire. Sauf que moi, j'ai pas. Non, mais c'est pas. Oui, mais sauf que moi. Tu vois, moi, c'est. Sauf que Samia Ghali, malheureusement, n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est fou, quand même. Je n'ai pas le droit. Pour certains, ça veut dire que certains considèrent. Mais à la limite, je dirais que c'est pas les habitants, c'est pas les gens des quartiers. C'est pas non, c'est un peu la fachosphère, on va le dire. C'est pas que la fachosphère, non, c'est pas que la aussi, fachosphère. Entre autres. C'est aussi une certaine gauche. Non, c'est des classes particulières qui ne supportent pas, ou que peut-être, moi je l'ai toujours dit, en fait, il y a une pensée de certaines personnes qui finalement, ma réussite, ça les renvoie à leur propre échec. Ça les fait marronner, hein, comme on dirait ça. Exactement, ça les renvoie à leur propre échec. Et même, en fait, ces gens-là, pour eux, c'est moi qui suis née dans la misère. Quand même, j'ai vu ton histoire, tu as même attrapé des maladies dans ces bidonvilles-là. Et aujourd'hui, on doit être content qu'une Samia Ghali, elle a été au Sénat, elle est à l'hôtel de ville. Sauf que certains. C'est dingue quand même. Certains considèrent que, par exemple, d'habiter le 7e arrondissement, alors que j'ai vécu toute ma vie et que ma mère et mes parents ils vivent encore dans le 15e, hein, c'est pas non plus. Voilà. Et j'ai vécu en plus dans les quartiers sud depuis l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 21 ans, parce que mon ex, le père de mes enfants, est avocat, donc on vivait en centre-ville. Mais Samia, excuse-moi, mais. Mes enfants sont nés à Vauban, en réalité. Mes enfants, mes deux grands, sont nés à Vauban. C'est même pas d'aujourd'hui. Mais Samia, mais alors. Mais pour dire que la réussite. Tu n'as pas le droit, donc tu n'as pas le droit. Non, pour certains, je n'ai pas le droit. Pour certains, c'est pas. Pourquoi Samia Ghali habiterait au Casblanc où, justement, c'est une certaine caste qui a le droit d'habiter là-bas et pas d'autres. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, pour qu'ils soient contents, après, on va parler d'autre chose. Il faut que tu continues à habiter à Bassens ou à Campal-l'Évêque ou même ailleurs. Et donc, Samia Ghali n'a pas le droit d'être heureuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dirais même mieux que ça. Mais désolé pour vous. Voilà. Mais à travers Samia Ghali, c'est pas que moi.
c'est considérer que tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à Samia Ghali, voilà, clairement, ouais. n'a pas le droit d'aller vers ailleurs. Il suffit de demander à tous les Marseillais qui attendent qui font des demandes de logement parce qu'ils ont envie, pour X raison, d'aller habiter dans un autre secteur de Marseille et qu'ils n'y arrivent pas. Même pas, y a même pas leur demande n'est même pas prise en compte. Et je vais dire même que ça, hier, Royer-Perrault disait au conseil municipal, et d'ailleurs je lui ai fait, quand il dit oui, il ne faut pas trop mettre de mixité sociale, il faut faire attention aux logements sociaux, il ne faut pas en mettre partout, machin. Très bien. Mais ça veut dire quoi, pas mettre de mixité ça sociale? veut dire, en gros, ça veut dire que je lui ai dit, alors si on ne fait pas de la mixité sociale, ça veut dire qu'on fait les ghettos. En fait, vous êtes pour les ghettos, c'est-à-dire que si on peut laisser, je vais la faire crash. Voilà. Les Noirs, les Arabes, les Comoriens, les Gitans, tout ça là, vous les mettez ensemble, c'est ça qu'ils veulent. Et de l'autre côté, s'il vous plaît, on fait la barrière, c'est-à-dire qu'on fracture bien la ville. Si on peut mettre même une douane entre les deux, on le ferait. Parce que dans le 6-8, il y a aussi des beaux HLM dans le 6-8. Oui, mais ça serait bien de regarder un jour combien, proportionnellement, combien il y a des gens issus de l'immigration dans ces HLM-là. Et c'est là que ces gens-là n'ont pas, quelque part, moi je suis en train de montrer que oui, c'est possible. Ça me dérange un peu. Alors, on va faire la transition justement. On va parler des municipales, évidemment, et on va parler de cet été. Cet été, tu étais la faiseuse de reine et de roi pour faire élire le maire de Marseille. C'est kiffant quand même, ça. Non, c'est pas. J'ai dit Salma parce que ma fille s'appelle Salma. Samia. Samia, c'est kiffant quand même de te dire que. Je le prendrai pas. Franchement, je le prends pas de cette façon-là parce que c'est pas comme ça. Parce que d'abord, c'est beaucoup de boulot. Ça a été pour moi quand même une aventure. Oui. Une lourde aventure. Ça a été une élection. Non mais Samia, permets-moi de te couper. Pour ceux qui disaient mais Samia Ghali, elle pèse pas ci et là, ben, celle qui pèse pas aujourd'hui, elle s'est retrouvée. Et puis Samia Ghali quoi, celle que l'enfant d'immigré algérien. Stéphane Ravier, dédicace. Non, parce que j'ai vu qu'hier encore, FLN et compagnie. Ouais. Bon, voilà. Mais je pense qu'il a besoin aussi de parler de toi pour qu'on parle de lui. Je pense que voilà, pour exister, vu que tu as une autorité. Bref, passons. Donc, si tu veux, tu as été, comme on dit, faiseuse de reine et de roi. Et même ceux qui, plus ou moins, voulaient dénigrer ton poids politique, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Samia Ghali, elle est incontournable du paysage marseillais. C'est ça que je veux dire. Quand je dis que tu as dû kiffer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même ceux qui ne sont pas ton bord, ceux qui n'ont pas tes idées, ceux qui peuvent être de ton bord, tes idées, mais qui ne sont pas des pros Ghali, ben, ils étaient obligés de parler avec toi. Il faut se rendre à l'évidence. Voilà. Parce que les Marseillais, d'abord à qui je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Tous ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas pu le faire parce que le Covid les a empêchés de le faire. Aussi, ouais. Voilà, aussi, parce qu'ils étaient nombreux. Malheureusement, une partie de mon électorat n'a pas pu se dépasser, mais je les en remercie. Je les en remercie parce qu'ils ont été là, ils m'ont donné de la force, c'est ce que je disais tout à l'heure au démarrage de l'émission. Et après les autres, franchement, mes oreilles, mes oreilles se sont habituées à sélectionner maintenant. Il y a des gens que j'ai plus envie d'entendre. Voilà, si j'ai pas envie d'entendre, je les entends pas. Et moi, je veux entendre ceux qui ont des choses à me dire. Et ceux qui ont des choses à me dire, c'est les gens qui souffrent. C'est les gens qui ont des problèmes de logement. C'est les gens qui ont des problèmes de scolarité pour leurs enfants. C'est les gens qui ont des problèmes pour se transporter. C'est des gens qui ont des problèmes tout simplement pour vivre normalement dans la ville, dans la deuxième ville de France, celle qui est censée être la capitale de la France, deuxième capitale française. Ben oui, c'est ceux-là qui m'intéressent. Moi, c'est pas de savoir ce que pensent les uns les autres. J'ai appris à vivre avec. Ça fait des années, autrement je ne serais même pas là. Tu es costaud maintenant, ça, monsieur. Non, on n'est jamais costaud. Ah, pourquoi ? On n'est jamais costaud, c'est important de le savoir, on n'est jamais costaud. Ne croyez pas que derrière moi, il n'y a pas de la souffrance. Ne croyez pas que derrière moi, il n'y a pas des pleurs, il n'y a pas des fois des envies de tout envoyer en l'air, parce que c'est ça la réalité. Et je veux parler comme ça aussi, parce que c'est vrai, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que je suis costaud, je suis forte. Non. Oui, je suis forte parce que je défends des convictions, ce que je disais tout à l'heure. Quand on peut être des fois, avoir envie de lâcher, on peut avoir envie des fois de se dire mais qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que je me prends la tête avec tout ça, moi. Oui, ça m'est arrivé de le dire. De me dire mais qu'est-ce à la nuit qui se démerde, excusez-moi du terme, mais qui se démerde
démerdent tout seuls, voilà, qu'ils aillent affronter, mais ils n'affronteront jamais rien, ils ne s'occuperont pas des dossiers, parce que c'est pas leur problème. Parce que quand on est élu comme toi des quartiers nord, la misère humaine, on la côtoie tous les jours. C'est plus que la misère humaine, c'est la misère intellectuelle, c'est la misère humaine, c'est la souffrance humaine, c'est le désespoir humain, voilà. Et bien oui, ça, moi, c'est vrai que je le dis, et peut-être que certains n'ont pas envie que je leur dise trop fort, parce que ça les dérange, parce qu'ils savent aussi qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ça, et qu'ils ont envie de tourner la tête, ou en tout cas de se boucher les oreilles. Ben moi, je les oblige à se déboucher les oreilles et à regarder en face. Mais ça dérange. C'est ce que je disais au conseiller municipal hier. C'est la seule chose que j'ai dit, jamais changer, jamais varier moi sur mes positions. Jamais. Et j'ai toujours parlé des Marseillais, jamais de moi d'ailleurs. Jamais de moi. C'est vrai, tu as recentré le débat, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours parlé des Marseillais, j'ai toujours mis les Marseillais au cœur des débats. On a trop parlé des personnes. Alors, ma personne, à la limite, elle n'a pas d'importance dans tout ça. Moi, ce que je veux, c'est quel programme. Et le 4 juillet, ce que j'ai dit à Mme Morin, parce que j'aurais pu mettre la pression, d'essayer de me proposer d'être son premier adjoint, m'a proposé d'aller au Sénat, j'aurais été sénatrice, j'ai fait 12 ans. Ah, si tu pensais qu'à ta gueule, en fait, tu aurais pu, sans problème. J'avais d'autres issues, croyez-moi, et beaucoup plus confortables et beaucoup moins embêtantes. Donc, c'est pas de problème. Mais j'ai fait le choix d'affronter la situation marseillaise. J'aime ma ville, j'aime ma ville. Elle m'a vu naître, des fois dans des conditions les pires. Et pas dans les fois, elle m'a vu naître dans des conditions les pires pour moi. Mais en même temps, justement parce que j'ai connu la pire des choses qui existent à Marseille, voilà, aujourd'hui je connais les belles choses que Marseille peut aussi procurer, ben, je me dis que c'est possible. Mais moi j'ai envie que ces belles choses, en plus c'est beaucoup. Ah bah toi, on ne peut pas venir t'expliquer c'est quoi la misère, c'est quoi les quartiers, c'est quoi le truc. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit à certains bobos quand il y a eu la commémoration de la rue d'Aubagne l'année dernière, qui ont voulu plus ou moins te dire, mais tu les as bien... Tu t'es pas dégonflé, hein. Tu t'es pas dégonflé, hein. Tu as beau être une femme, mais tu t'es pas dégonflé et j'ai bien aimé. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie qui s'annonce passionnante de Marseille en parle avec Samia Ghali. Deuxième partie de Marseille en parle avec notre invité du jour, Samia Ghali. Alors Samia, on va revenir sur cette élection de juillet qui a passionné la France entière. Donc c'est toi qui avais les clés. J'avais les clés pour permettre aux Marseillais de pouvoir espérer un jour meilleur. Voilà. Et ces clés-là, ben, je les ai données à l'équipe qui me paraissait la plus à même de pouvoir leur apporter cet espoir de jour meilleur. Et c'est ce que j'ai fait le 4 juillet. Et je n'ai pensé qu'à ça. Tu aurais dû être première adjointe. Normalement, c'était toi la plus légitime pour être dès le départ. Franchement, j'ai pas mis ma personne au cœur du débat. Certes, j'ai demandé des postes d'adjoint parce que c'est normal, j'avais une représentativité. Les Marseillais ont voté pour une partie de mes élus, pour nous. Il était normal que ça se reflète dans l'exécutif municipal. C'était tout à fait normal. L'inverse n'aurait pas été normal, du moment que le Frère Marseille n'avait pas gagné à lui tout seul Marseille, et qu'il avait besoin d'une composante pour pouvoir gagner, gérer la mairie de Marseille, j'ai apporté cette composante, et c'est normal que cette composante participe de l'exécutif. C'était une évidence. Donc oui, mais après, ma question de savoir si j'étais première, deuxième, troisième, dixième, peu importe, ça n'a pas... Tu as une légitimité quand même. Oui, mais la légitimité, vous ne la gagnez pas sur un chiffre, heureusement. Parce que si j'avais dû gagner ma légitimité sur un chiffre, c'est un peu plus simple. Non, la légitimité, elle se gagne sur le travail. Et c'est ça qu'il faudra de savoir si j'ai été légitime ou pas, d'avoir exigé ce que j'ai exigé pour les Marseillaises et les Marseillais. Ça met en étant réélu dans un secteur très compliqué, où on va le rappeler quand même, tu avais un Front National qui était assez haut, tu avais le Printemps Marseillais, donc je veux dire, tu as un deuxième... Marseillais, c'est maintenu. Voilà, maintenu. Malgré le Front National, le Printemps Marseillais a souhaité se maintenir, donc ça veut dire que je ne dois rien à personne. J'ai eu tout le monde contre moi, tout le monde. Je suis la seule élue qui ait tout le monde contre elle. Voilà. Tout le temps d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, on le disait tout à l'heure. Mais ça t'a rendu encore plus fort. Oui, ça me rend. Parce que là, parce que ça me permet de. On ne peut pas dire que tu as eu une élection facile, ça, quand même. D'abord, je n'ai jamais eu une seule élection facile. Jamais. Ça a toujours été plus compliqué pour moi que pour les autres. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu droit à des composantes politiques, à des gens qui pensent que d'un jour au lendemain peuvent venir face à moi, parce que en oubliant que c'est tout un parcours, c'est tout un combat, c'est tout un travail, et qu'il suffisait juste de claquer les doigts pour dire, bah, tiens, je vais me présenter contre telle ou telle personne et gagner, ben, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a eu, un tout sauf Ghali à un moment dans le 15-16
quand on voit quand même qu'il y a eu la gauche qui s'est pas retirée alors qu'il y avait quand même un risque Front National, d'accord? Oui, bien sûr. Et je dirais même qu'il y a eu des composantes entre elles. Des fois, j'ai vu des choses, des gens qui se parlaient entre eux, c'était surréaliste. Des composantes politiques qui arrivaient à discuter entre elles. D'ailleurs, au printemps marseillais, on a vu des gens d'En Marche, des candidats d'En Marche allaient discuter avec le printemps, enfin bon, des choses pour essayer de trouver des composantes contre moi. Mais les habitants du 15-16 leur ont dit non. C'est les électrices et les électeurs du 15-16 qui, eux, savent au quotidien qui s'est occupé d'eux. Mais malgré le Covid, malgré la situation compliquée, se sont levés, sont allés voter et ont dit c'est ça que nous voulons. Et c'est moi qui l'ai choisi et je crois que la messe a été dite à ce moment-là. Ce qui fait de toi aujourd'hui que tu es maire honoraire du 15-16. Je suis maire honoraire, mais je suis maire de cœur du 15-16. Je resterai toujours maire du 15-16 dans ma tête et dans mon cœur. C'est pour moi mon élection. J'ai été adjointe d'arrondissement, mais le maire du 15-16, je l'ai arraché. Je ne le dois à personne. C'est une élection que j'ai arrachée, dont j'étais fière. Et dont je reste fière encore, parce que j'ai été élue sur ce territoire et donc j'en reste encore fière. Alors on va revenir donc sur ton élection. Donc comme je disais, tu avais les clés, tout le monde attendait, tout le monde voulait savoir, la France entière. Alors, moi j'étais là ce jour-là, c'est vrai que c'était passionnant. On revenait, il y avait des suspensions de séance et tout. Et puis finalement tu annonces que tu soutiendras Michel Rubirola. Ouais, c'était sur le fil du rasoir, mais ça a été fait. Et pourtant je pense que tu as été la femme la plus courtisée de Marseille, même au-delà. Oui, c'est vrai, mais après, je me dis, j'ai fait le choix de ce qui me paraissait le plus juste pour les Marseillais et qui me paraissait pouvoir donner un peu plus d'espoir aux Marseillais. Voilà. Et je ne regrette pas mon choix. Et donc ensuite, bon, on va arriver sur l'actualité toute récente. Michel Rubirola donc démissionne et Benoît Payan devient maire. Toi, tu as l'intelligence de dire silence radio pendant quelques jours parce que c'est pas. Moi, je trouve ça très cohérent. Hein. Tu dis, moi, c'est à la maire de s'exprimer, voilà. Et puis, quand est venu ton temps de parler, que toi, tu as estimé ton temps de parler, tu t'es exprimé. Une marée de journalistes chez toi, là, juste à côté, là, dans le 15-16. Tu as été cohérente. Mais j'ai été cohérente avec moi-même, avec ce que j'avais dit le 4 juillet. Je n'ai pas changé, j'ai la colonne vertébrale toujours. La colonne vertébrale et ça remonte là. Et tout simplement, j'ai laissé d'abord effectivement Michel Rubirola s'exprimer. C'était son moment à elle. Je n'avais pas lui voler ce moment-là. J'estimais que c'était d'abord par pudeur, par respect. Il fallait que je la laisse s'exprimer. C'était une décision difficile, certainement pour elle. Et donc, il n'était pas de mon fait de venir perturber cet échange de Michel avec les Marseillaises et les Marseillais. Ensuite, il fallait laisser le choc. C'est du jamais vu, ça mère. C'est du gère, voilà. Oui, c'est du jamais vu. Vous savez, il fallait laisser les esprits se reposer, retomber la pression pour que je puisse m'exprimer. Et puis bon, j'attendais aussi que le printemps marseillais choisisse en son sein leur candidat. Ils l'ont fait. À ce moment-là, j'ai considéré que moi, du moment que rien n'a été remis en question sur le fondement de ce qui était mon contrat avec le printemps marseillais pour l'intérêt de Marseille, et surtout l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais n'était pas rompu, à partir de là, je n'avais pas de raison de ne pas poursuivre. Oui, toi tu as dit, moi le 4 juillet, j'ai signé avec le printemps. Voilà. Donc à partir de là, j'ai continué dans ce même esprit. Est-ce que, bon là je précise quand même que tu es en attente de délégation, puisque tu n'es pas, tu étais deuxième adjoint, bon, avec la parité, donc ça change et tout. Tu es en attente de délégation, hein, c'est bien ça? En attente, j'ai eu une délégation qui c'est imminent, hein? va être imminente, que j'ai pu discuter avec le maire de Marseille. Il a souhaité me donner des responsabilités, de rajouter Je garde donc d'abord le portefeuille. Donc, je rappelle, tu avais l'égalité des territoires, les relations euro-méditerranéennes, l'attractivité et grands événements. Hein, c'est bien ça. Je garde ça, plus il y a d'autres responsabilités qui vont venir s'ajouter à celle-là. Ce qui est légitime quand même. Voilà, j'ai aussi la Coupe du Monde de rugby, les JO, qui étaient déjà dans ma délégation, mais il y en a d'autres qui vont... Il va y avoir du foot en plus.
avec les JO. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Pour les perspectives futures, bon, apparemment, les départementales et les régionales auront lieu en juin. Il va falloir compter sur Samia Ghali. Être là, Samia Ghali. Marseille, avant tout, parce que c'est le mouvement que je porte, sera présent dans ces échéances. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein du printemps marseillais, non seulement tu es incontournable, mais tu as plus que ton mot. Dans cette coalition, on va dire. Non, c'est pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas le raisonner comme ça, parce que ça serait une erreur. Parce qu'au sein du printemps marseillais, il y a plusieurs composantes à l'intérieur. Il y a des Verts, il y a du PC, il y a de la société civile, il y a du Parti socialiste, il y a un peu de tout. Il y a des insoumis. Il y a de tout. Voilà. Donc il faut tenir compte de toute cette composante. Moi, je suis une composante de plus dans la majorité, pas dans le printemps marseillais. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera au régional ou au départemental. Je ne vais certainement pas discuter là, parce que je ne discutais de ça avec personne. Donc si ça avait été le cas, je vous l'aurais dit, mais franchement, je n'avais discuté avec personne. On verra bien, on verra ce qu'il en est, mais moi, pour l'instant, ça va avoir parlé de n'importe quelle échéance. On en a eu, c'est celle des municipales. On a déjà perdu beaucoup de temps. Il faut mettre l'accélérateur. Ça, tu l'as dit, ça. Il faut mettre l'accélérateur. Parce que pour pouvoir se présenter éventuellement, être candidat à quoi que ce soit, sur une liste ou n'importe où, être candidat, il faut d'abord montrer de quoi on est capable. Il faut que les Marseillais aient confiance en vous. Autrement, quel intérêt d'aller à une autre élection alors que vous n'avez pas commencé à travailler sur recette que les Marseillais vous ont donné? Donc tu penses que là, il y a du retard à l'allumage? Les Marseillais nous ont donné un mandat. Ouais. Voilà. Pour exécuter une tâche. On n'a pas commencé à l'exécuter, la tâche. Commençons à exécuter la tâche et ensuite on pourra parler des autres. Et pour les gros chantiers qui attendent la majorité dont tu fais partie, notamment les écoles, les infrastructures sportives, je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est la piscine Nord par exemple. Est-ce que tu penses qu'il faut agir là prochainement ou ça va être compliqué? Ah non, moi je le dis, il y a des sujets. Je l'ai dit et je crois que... Parce que même si ce n'est pas votre bilan, il y a la Cour des comptes. Je crois que le maire de Marseille en a la volonté, enfin, je le crois, je suis certaine, on en a discuté avec lui, c'est d'apporter rapidement des réponses aux Marseillais. La piscine Nord, c'est un engagement. Ça fait partie des engagements des contrats que j'ai passés. Voilà, ça fait partie du contrat que j'ai passé. Voilà. Et on va avoir... C'est là où tu as appris à nager. C'est là où j'ai appris à nager. Nous avons tous appris à nager. On ne savait pas nager, on se jetait les uns après l'autre. Celui qui savait nager apprenait à nager à l'autre. Mais c'est ça aussi. Parce qu'à force de ne plus avoir de lieux comme ça, les gens se renferment entre eux. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des gens qui sont complètement fermés psychologiquement, physiquement et, je dirais, géographiquement. C'est ça qu'il faut ouvrir maintenant, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, il faut permettre à tout le monde de pouvoir faire des activités tout le temps. C'est pas normal qu'à 6 heures on arrête des activités sportives ou culturelles. Non, on devrait avoir de l'activité même la nuit. Les piscines, moi je suis pour qu'on réfléchisse à une ouverture de nuit aussi, parce que des fois il y a des gens qui travaillent, mais le soir, la nuit, ils peuvent aller se baigner. L'été, quand il fait chaud, peut-être que vous ne pouvez pas aller à la plage, mais vous pouvez traverser pour aller à la piscine. Non, c'est ce que je faisais. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Je réfléchis. Au niveau, par exemple, des stades, il y a une inégalité. Par exemple, quand je vois des stades dans ton secteur, ils sont encore stabilisés, alors dans le sud... Mais on va rééquilibrer tout ça. Égalité des territoires. Égalité des territoires. Tu sais que ça dans le sud, il y a des stades qui voient leur deuxième synthétique, alors qu'il y a, je prends par exemple Saint-Henri, et je connais bien le président, qui est un gars qui fait un travail remarquable. C'est vrai. Et bon, il n'y a pas que lui, mais je vois Saint-Henri, je vois Égalade, Oasis. Il y a des stades, ils attendent encore leur premier synthétique. Oui. Et tu as moi je vois dans les quartiers sud, il y a des stades où ils en sont déjà au deuxième, voire le troisième. Et là, c'est pas choquant de dire que maintenant on va s'occuper des quartiers nord. Ça fait partie des sujets que j'aurais à discuter, mais ça fait partie des sujets que moi je défendrai. Sébastien Muriel, qui adjoint au sport et qui fait un travail formidable. Exceptionnel. Et c'est vraiment de rééquilibrer les choses, c'est pas simple. Parce qu'il part de loin, c'est pas simple, avec des fois des situations, une administration qui a pris des vieilles habitudes aussi, bon, on comprend qu'il faut changer, voilà, par exemple. Donc ça fait partie des choses que nous allons aussi faire évoluer. Moi je serai là aussi garant, parce que l'égalité des territoires, c'est aussi garant. Moi je suis pas là pour applaudir, c'est pas trop dans ma nature, quoi. Moi je suis là, s'il faut applaudir, j'applaudis, j'ai pas de problème avec ça, mais quand il faudra dire les choses, je le dirai aussi, personne ne m'en empêchera. Donc je serai vigilante, parce que vigilante a l'intérêt de Marseille. On est là, quand je sors de là, quand on traverse, vous avez un stade.
pourri. Et pourtant, tout Marseille vient s'entraîner ici. Parce que là où il n'y a pas d'équipement, c'est nous qui partageons les équipements. Ici, dans le 15-16, nous en avons peu, mais nous partageons avec les habitants du 2-3. Et c'est ça la solidarité. Et des fois même avec ceux du 13-14. Toi, quand tu étais maire, tu as fait faire le stade de l'Estac avec tes petits moyens de... On a fait faire le stade de l'Estac, la Biste, Campagne d'Évêque, il y en a eu plein. Donc, Consola, on en a fait plein. Mais il faut continuer. Quand tu étais à la région, tu as fait beaucoup de stades dans les quartiers, je me rappelle. On a fait, quand tu étais au sport. À la région, il y a eu une politique de rééquilibrage synthétique et de tous les terrains, notamment des territoires de toute la région, parce que c'est pas que Marseille, c'était sur toute la région, la Cannes à Mougins, à Aix, Pennes-Mirabeau, Septem, voilà. Tout ça, nous avons fait des équipements. Mais il faut, et bien sûr, dans les quartiers nord, là où il n'y en avait plus, là où ça avait été abandonné, ou là où ils avaient beaucoup de retard, on a essayé d'apporter des choses. Et bien là, c'est pareil, on va remettre une dynamique pour permettre qu'on puisse avoir des équipements dignes de ce nom, et voire même en créer des équipements. Mais Samia, avec toute la bonne volonté que tu puisses avoir, et ta majorité, quand on arrive après 25 ans de godinisme, où, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu la Cour des comptes qui a tiré plus que la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les comptes de la ville sont au rouge. Et vous en héritez, vous n'en êtes pas responsable. Comment on arrive à faire les écoles? On parle d'un plan d'1 milliard d'euros. Comment on arrive à trouver les financements pour faire les stades, les écoles, les infrastructures, tout ce qui manque? Quand on arrive et que justement, avec, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de sous, mais compliqué. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'aide du département. Vous savez, les Marseillais payent aussi des impôts au département. Voilà. Donc l'argent du département, il ne doit pas aller seulement dans les communes hors Marseille. Marseille doit récupérer aussi sa part. Ça paraît minimum. Donc oui, il y aura un contrat avec le département des Bouches-du-Rhône pour qu'on puisse avoir des financements. C'est la normalité quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, pareil avec la région, de la même manière. Parce que la région ne peut pas se tourner que vers les Alpes-Maritimes et oublier qu'il y a juste Marseille qui est là. Parce qu'on ne peut pas être l'hôtel de région à Marseille et l'argent partir seulement de l'autre côté des Alpes-Maritimes. Donc oui, il faut qu'aussi, avec la région, et je sais que vous est attentif à tout cela, et moi j'en ai aussi, nous aurons des discussions et des échanges avec lui. Donc c'était partie de ça. Nous trouverons des solutions aussi. Réfléchir à des solutions, notamment sur les équipements sportifs, on est en train d'étudier. La piscine nord, par exemple, financement région, département, ville. État aussi, État. On avait aussi le plan de relance où on a mis un certain nombre. Métropole aussi? Non. Pas métropole, non, mais on a mis des propositions dans le plan de relance. Et j'espère aussi plaider au niveau de l'État pour qu'on puisse avoir de l'aide de l'État dans certains domaines. La question du transport, il y a plein de sujets sur lesquels l'État a des projets d'infrastructure. Et puis il y a la question vivante du stade. Si ça doit nous aider à apporter une amélioration aux Marseillaises et aux Marseillais, il faudra y réfléchir. Benoît Payan a dit qu'il est pour, mais qu'à l'OM. Et l'OM n'est pas intéressé pour l'instant. L'OM n'est pas intéressé, mais l'OM ne va pas peut-être rester qu'au même propriétaire. Peut-être que d'autres propriétaires seront intéressés si même l'OM venait peut-être à être racheté. Ça a déjà été le cas par le passé. Et peut-être ceux qui pourraient racheter demain l'OM seraient intéressés aussi par le stade. Si tu as des infos. Non, je n'ai pas d'infos, c'est pas ça, mais je suis une femme politique, moi. Ouais. Voilà, l'OM a sa politique, mais nous, on est aussi des politiques marseillais. Et donc, on a aussi notre politique. Voilà, il faut savoir aussi qu'à un moment, tout le monde doit contribuer à l'effort de Marseille. Et l'OM doit contribuer à l'effort marseillais. Et si demain, par exemple, on vend le stade, ça c'est le vieux serpent de mer, est-ce que tu fais partie des personnes? Non, mais le stade, c'est... Il y a la question du parc Chano, il y a la question du Dôme, il y a la question des infrastructures. On a de quoi faire, on a de quoi... Non, mais le stade, ça intéressera plus que le Dôme ou... Ça, j'en sais rien. C'est pas la même valeur, quoi. Le stade, il est neuf. C'est pas aussi sûr. Voilà. Mais on vend le stade, admettons, demain. Admettons, hein, je fais de la fiction. On fait quoi après? On rénove les écoles, on rénove... Il faut tout. Il faudra faire une partie de tout. C'est pas tout pour les écoles et rien pour le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est oui, on va regarder, mais c'est pour ça que je ne me suis pas arrêtée à la question du stade Vélodrome. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter qu'est-ce que Samia Ghali elle peut souhaiter à tous les Marseillais pour cette année 2021, parce que l'année 2020, on peut dire que c'est une année catastrophique à tous les points de vue. Enfin, pas politique, hein, mais point de vue sanitaire notamment.
Je crois que l'année, moi je l'ai dit tout à l'heure, l'année 2000, je souhaite vraiment d'abord que on ne sorte pas tous trop abîmés de l'année 2020, parce que ça a été une année extrêmement difficile, extrêmement difficile. Il en restera des séquelles. Beaucoup de décès quand même. Ouais, il en restera des séquelles, énormément. D'abord, je pense à toutes ces familles qui ont perdu un proche, énormément. Donc j'ai vraiment une grosse pensée à ces périodes de fête, de ceux qui ne pourront pas faire la fête avec ceux qu'ils aiment, et la tristesse qu'ils peuvent avoir à ce moment de l'année. Je pense qu'en sortira en 2021, ce sera malgré tout une année difficile. Pourquoi? Parce qu'il faudra penser les plaies de 2020, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, en espérant que le Covid sera derrière nous, que cette maladie sera derrière nous. Mais ensuite, il faudra anticiper la crise sociale. Parce qu'il y a eu, après la crise sanitaire, on va avoir une crise sociale. Et celle-là, elle va être dure aussi. Ça va être compliqué, Samir, pour les restaurateurs. Pas que, mais entre autres, on pense à eux. Les restaurateurs, je pense à eux, c'est vrai, mais en même temps, les restaurateurs, bon, ils ont une activité malheureusement qui s'est arrêtée, c'est vrai. Beaucoup de restaurateurs ne pourront pas certainement pas réouvrir à l'approche, réouvrir, parce que quand vous avez fermé pendant des mois, vous ne repartez pas comme ça alors que vous avez payé vos loyers, que vous avez payé vos charges, parce que les impôts, parce que tout ce qui est... Les charges, elles ne s'arrêtent pas, elles ne se sont pas arrêtées avec le Covid, elles continuent à rouler. Donc peut-être certains restaurateurs vont se dire, même à la limite, ou peut-être des restaurateurs qui fonctionnaient mais qui ne gagnaient pas des milliers des cents non plus, ils ne gagnaient pas des sommes faramineuses. Donc quand vous regardez ce que vous avez gagné, ce que vous avez eu, ce que vous gagnez, ce qui va vous rester, peut-être certains finalement tireront complètement les dos, mais à titre volontaire aussi. Donc il faut le prévoir. Donc ça veut dire qu'on va avoir des restaurants qui vont tirer le rideau. Il faudra aussi anticiper. En même temps, il y en aura certainement d'autres qui viendront réinvestir et réouvrir de l'autre côté. Mais oui, ça va être difficile, il faudra accompagner nos restaurateurs du mieux que l'on peut, c'est-à-dire faire en sorte que la ville déjà soit propre, que la ville soit accueillante, ça veut dire que le tourisme reparte, parce que c'est l'économie. C'est comme ça qu'on va aider un restaurateur. Un restaurateur, c'est quand on aura la Coupe du Monde de rugby, qui va faire que vous allez avoir de l'activité dans la ville, c'est de faire que la ville elle ait des activités culturelles, sportives, des événements. C'est l'attractivité, oui. L'attractivité, mais la stratégie événementielle aussi, les événements. Et la stratégie événementielle, il faut qu'on réfléchisse avec les restaurateurs, quelle stratégie événementielle pour redonner, pour rebooster l'économie de ces commerces pour tout ça, faire que celui qui habite je ne sais où, il se dit tiens, je vais à Marseille, parce qu'à Marseille c'est sympa, il va y avoir ça, il y a ça ou ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire que redonner à la ville un peu les couleurs qu'elle doit avoir, c'est-à-dire le soleil qui brille, le vrai soleil qui brille, et le ciel bleu sans nuages. Alors, on arrive au terme de cette belle émission, donc tu seras notre dernier invité de 2020. À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, hormis la santé, bon, les trucs classiques, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Samia Ghali? La plénitude. Voilà. Samia, merci beaucoup. Merci. Alors, on a une tradition, tu es la deuxième femme, après Annette Placide, qu'on reçoit dans cette émission. Donc on a une tradition quand on reçoit une dame, c'est au nom de toute l'équipe, on lui fait un petit cadeau. Donc c'est gentil, c'est Noël avant. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est au nom de l'équipe, c'est Petros. Merci beaucoup. Voilà. C'est très gentil, merci. Je m'appelle. Tu peux. Et merci. Voilà, au nom de toute l'équipe, donc Rafik, notre réalisateur, Boumedjen, Petros et moi-même, voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup et j'espère que cette fin d'année que vous m'avez fleuri, j'espère que l'année 2021 sera une année fleurie. On te le souhaite aussi. Voilà. Merci à vous et que vous puissiez aussi vous féliciter vraiment l'équipe et vous féliciter pour ce décor qui est beau d'abord. Je rappelle qu'on est dans ton territoire. Oui, on est dans le 15-16 ici. Mais c'est normal, c'est pour ça que c'est bien. Mais dire Marseille en parle, c'est bien parce que Marseille a besoin de parler. Les Marseillais ont besoin de parler, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est bien de pouvoir donner la parole comme ça, de parler, d'échanger. C'est bien de le faire de manière justement en bâton rompu, sans pression, détendu entre amis. Et je trouve que cet échange, et pour moi, c'était une belle expérience. Merci. Voilà. Merci Samia. Voilà. Merci à vous. Voilà, c'était la dernière de 2020 de Marseille en parle avec notre dernier invité de l'année, Samia Ghali. On se retrouve en 2021, si Dieu veut,
pour un beau panel d'invités. Prenez soin de vous, de vos proches. Au nom de l'équipe de Boumédia, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon boudin.